Bonjour, bienvenue sur ce webinaire organisé conjointement par HRPass et par Next Privacy. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la réglementation générale de la protection des données et des solutions de compliance. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Je pense que oui. Donc on va, si tu veux bien Guillaume, passer sur le slide suivant. Donc aujourd'hui, pour vous accompagner, Guillaume Chavy, qui est responsable GDPR chez HRPass. Bonjour à toutes et à tous. Avec une très très belle voix. Nicolas Leprince, qui est CEO de Next Privacy. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Gilles Ducruet, qui est directeur technique chez Next Privacy. Bonjour. Et moi-même, Fabienne Latour, qui suis directrice marketing pour le groupe HRPass. Parfait. Alors je m'excuse, et effectivement, comme vous pouvez l'entendre, j'ai peut-être une voix légèrement abîmée par l'hiver. Donc, Fabienne, je compte sur toi. Si jamais des questions reviennent sur le fait que ce que j'ai dit n'est pas clair, pour faire le porte-voix du groupe. Je vous propose aujourd'hui, pendant 20 minutes, je vais rebalayer rapidement les contextes de la RGPD. Je précise que nous avons déjà eu l'occasion de faire un webinaire plus focalisé sur ces éléments de manière générale. Je me permettrai donc d'aller très vite et bien entendu, si vous avez des questions d'ordre général sur la RGPD, on pourra vous transmettre le lien sur le précédent webinaire qui contiendra probablement plus d'informations. Donc, je vais passer rapidement sur ces éléments-là. Pour rappel, c'est donc bien un règlement qui s'applique à partir de mai 2018. Ça fait 2 ans qu'il a été voté. On avait 2 ans pour s'y préparer. Il nécessite nous devons y être prêts car il sera applicable immédiatement pour la totalité des pays de l'Union européenne et on va voir même au-delà. Son objectif est simple, c'est prendre en compte le fait qu'au jour d'aujourd'hui, la manière dont nous protégeons nos données personnelles est largement insuffisante. On ne maîtrise pas trop ce qu'on fait de nos données, on ne maîtrise pas trop qui les traite et on ne maîtrise pas trop ce qu'elles deviennent. Alors, ce texte a pour objectif de protéger les miennes, les vôtres, nos données à caractère personnel. Qu'est-ce que c'est? C'est une donnée qui permet de vous identifier, vous, en tant que personne physique. Donc, ça ne protège pas les données des entreprises, hein, pour être clair, mais ça concerne bien les données de tous les citoyens européens. Évidemment, à titre d'exemple, un nom, une photo, une matricule, un enregistrement vocal, des données de contact saisies sur un site internet, tout ça sont des données à caractère personnel. Le texte de loi a élargi aussi, et c'est une des choses qui fait prendre l'ampleur de la loi, c'est que des données personnelles sont considérées comme des données personnelles si elles permettent de vous identifier directement, mais aussi indirectement par croisement. Voilà, en ce sens, le texte de loi a pris acte que désormais les capacités informatiques permettaient de faire du recoupement et donc de vous retrouver vous, et donc éventuellement de vous mettre à risque en tant qu'individu par rapport au traitement qu'on fait de ces données personnelles. Donc le périmètre, c'est bien tous les citoyens européens qui sont protégés par ce texte de loi, quelle que soit l'entreprise qui traite les données, et où qu'elle se trouve, et qu'elle ait ou non une structure juridique en Europe. Bien entendu, sinon, ce texte de loi n'aurait pas beaucoup protégé vis-à-vis de Facebook ou Amazon. Donc, c'est bien tout le monde, à partir du moment où il gère les données personnelles d'un citoyen européen, est concerné par ce texte de loi. La loi a un objectif, donc bien entendu, avant tout d'harmoniser les textes de loi qui étaient jusqu'à présent très locaux au niveau européen. Et la deuxième chose, c'est de changer la logique qui fait que jusqu'à présent, il y avait une logique a posteriori déclarative des différents fichiers dans lesquels on avait des traitements de données personnelles. Vous avez certainement dans vos équipes déjà précédemment des correspondants informatique et liberté qui devaient déclarer à la CNIL les fichiers contenant des données personnelles à la CNIL qui disaient c'est bon, c'est pas bon. Le texte de loi finalement annule ce besoin de déclaration à la CNIL parce qu'il dit à l'inverse, c'est nous tous qui traitons des données qui sommes responsables de nous assurer que ça a été conçu, mis en œuvre et que de manière récurrente, on a une gestion proactive de la sécurité, de la confidentialité, des accords et du consentement des personnes dont nous collectons ces données, qui soit extrêmement claire et proactive et faite par les entreprises. Et c'est à ce sujet que nous serons jugés à partir de mai 2018 par les instituts de contrôle sur sommes-nous bien en compliance, sommes-nous en conformité avec les RGPD
Sous-entendu, avez-vous lancé des démarches proactives de gestion des données personnelles que vous gérez? Les traitements, c'est à peu près tout. C'est c'est évidemment la collecte, c'est aussi le stockage, c'est l'archivage, c'est la modification, c'est le reporting, c'est l'agrégation, c'est la suppression. Bref, dès que vous faites du traitement, et je tiens à le dire, de masse, hein, si vous avez un fichier avec 5 employés, on ne peut pas considérer que ça soit un traitement de masse, enfin en tout cas dans la perception du risque, mais dans nos métiers SIRH, clairement, nous payons nos employés et par le biais de nos employés, nous collectons systématiquement des données à caractère personnel. Donc, l'impact de la RGPD sur le monde des SIRH est évidemment très fort. Même si, et je le dis, le but de la loi est de nous protéger de manière bien plus large vis-à-vis de traitements de croisement qui ne concernent pas uniquement les données des SIRH. Mais bon. Super, merci beaucoup. Avant qu'on rentre peut-être dans les sanctions, voilà. Guillaume, donc effectivement le webinaire est assez interactif, donc bon, j'ai vu qu'on vous a tous évidemment mis en mute, hein, parce que vous êtes très nombreux, donc vous pouvez poser vos questions sur le chat. J'ai déjà des questions d'ailleurs auxquelles on va pouvoir répondre, mais déjà avant que vous commenciez, qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, on voulait savoir donc si vous aviez déjà lancé le projet de mise en conformité RGPD. Donc voilà, pour l'instant, 32% des personnes ont voté, donc n'hésitez pas à voter, il faut juste cliquer. Donc nous, ça nous permet justement de calibrer un petit peu, de voir un peu où vous en êtes. Pour l'instant, j'ai 61% des personnes qui ont voté, j'en ai 67% qui sont déjà lancés dans une démarche projet, et ça évolue encore un petit peu. Bon, là, j'ai 73% des gens qui ont voté, donc effectivement 61% ont commencé. Ah non, ça rechange encore. 76% ont voté, donc j'ai 60%, en gros 60% qui ont commencé et 40% qui n'ont pas encore commencé. Voilà. Merci. Donc, et je pense que c'est une information utile, et pour rien vous cacher, on l'a fait à chaque webinaire. Et pour l'instant, ben, alors, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça augmente un peu. Lors du précédent webinaire qui avait lieu il y a un mois, on était plutôt sur un ordre de 50-50. Donc, on voit que les choses progressent. Mais le 25 mai, c'est demain, et on voit bien, et j'espère, le but de ce webinaire aujourd'hui, qu'on ne sera pas prêt à 100% sur la totalité des choses. Donc, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous éclairer un peu sur les actions que nous, on vous propose, qui nous semblent faire du sens dans le contexte d'une gestion de données SIRH, de données RH, que nous opérons et traitons tous les jours. Vis-à-vis des sanctions, donc un rappel, mais effectivement, c'est l'élément déclencheur. C'est que les sanctions sont passées progressivement des 150 000 € qui était la CNIL, hein, qui était liée à la loi informatique et liberté, la loi sur la République numérique qui datait de 78. En 2016, la loi sur la République numérique a bien pris conscience en montant ça à 3 millions, et maintenant, vous devez tous le savoir. Dieu sait s'il y a de nombreuses populations sur le sujet, parce que c'est l'élément qui fait bouger les directions juridiques. C'est que le risque, l'amende maximale, concerne 4% du chiffre d'affaires mondial. Voilà. Et c'est jugé, bien entendu, vis-à-vis de l'ampleur de la perte de données, où le terme des fois utilisé est une violation de données personnelles. Je le redis pour des histoires de définition, ce que le texte de loi appelle une violation de données personnelles, c'est vous les supprimez alors que vous n'êtes pas censé les supprimer, quelqu'un les modifie sans avoir le droit de les modifier, ou bien entendu, quelqu'un y accède sans avoir le droit d'y accéder. Et donc, ça fuite. Voilà, ça, ce sont des violations de la sécurité des données personnelles que l'on se doit, de manière proactive, d'anticiper, qui pourraient être soumises à amende. Alors, il y a tout un ensemble d'autres critères que vous pourrez retrouver dans l'autre webinaire qui précisent les différents axes d'analyse qui pourraient entraîner des sanctions, comme l'absence d'un délégué à la protection des données, comme la revue des clauses de confidentialité avec les personnes qui travaillent sur les données, etc., etc. Donc, effectivement, donc, vous voyez, 40% des entreprises pas totalement conformes. Ben là, j'entends ce matin qu'il y a toujours 40% des sociétés qui n'ont pas encore lancé ce plan-là. Je pense que, voilà, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est un vrai sujet. Et pour l'instant, sauf erreur, nous n'avons aucune information d'un décalage de l'application de ce texte. Donc, ce qui nous semble vraiment important, c'est de lancer les étapes. Et encore une fois, j'espère qu'on pourra vous donner des idées claires sur comment lancer les étapes sur les SIRH, soit avec quelles actions et avec quels outils. Alors, là, j'en terminerai rapidement sur pourquoi les impacts SIRH, parce qu'il y a des nouveaux droits, en fait. Soit ils existaient déjà, soit ils ont été renforcés. Et ce que je vais faire désormais, c'est balayer tous ces différents droits pour vous préciser quels impacts
pourraient survenir sur vos systèmes SIRH par rapport à ce droit. Donc, il y en a grosso modo 8, hein, et donc j'allais passer tous un par un, enfin, pour détailler les impacts. Donc, le premier, le droit d'être informé. Le droit d'être informé, c'est celui qui dit c'est terminé de collecter les données personnelles à l'intérieur d'un énorme contrat de conditions générales dans lequel on ne sait pas pourquoi les données sont prises, pourquoi, qu'est-ce qu'on en fait et combien de temps on les conserve. Le texte de loi est aussi très précis sur le fait de dire il y a différents cas de figure pour lesquels vous collectez des données personnelles. La première, et en fonction des cas de figure, vous devez demander, dans certains cas de figure, le consentement des employés. Je vais très rapidement dessus, je m'en excuse, mais donc les différents cas de figure pour lesquels vous n'avez pas à demander le consentement de l'employé, c'est parce que vous faites une obligation contractuelle, vous avez signé un contrat d'embauche, c'est parce que vous faites une obligation légale, vous collectez des données pour faire la DSN, c'est pour les raisons de préservation de la vitale de l'employé, vous conservez son groupe sanguin car il est hémophile, vous le faites pour des raisons d'utilité publique. Alors là, ça concerne plutôt le métier du secteur public qui conserve des données comme l'INSEE, ou, et c'est là où il y a un sujet, j'en reparlerai par la suite, vous le faites pour ce que vous considérez de votre intérêt légitime. Alors, je ne suis pas suffisamment juriste, mais vous avez tous des départements juridiques qui vous expliqueront ça mieux que moi. Voilà, si vous considérez que vous devez collecter cette donnée pour votre intérêt légitime, ça peut être c'est une des raisons pour lesquelles vous pouvez justifier auprès de la CNIL que vous n'avez pas demandé le consentement de l'employé. Par contre, si vous ne rentrez pas dans ces cas-là, vous devez obligatoirement, de manière claire, lisible et préalable à la collecte des données, demander le consentement. Ça veut dire, on peut parler particulièrement dans la SIRH des processus de recrutement, où vous collectez des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des adresses email. Vous ne souhaiteriez pas, en étant recruté, que ces coordonnées soient retrouvées sur le dark web. Et ben c'est pareil. C'est souvent le meilleur moyen de se dire qu'est-ce que je dois faire, c'est de se dire si moi je me mets à la place de l'autre et que les données sont perdues, est-ce que ça me plaît ou pas. Souvent ça donne voilà, c'est bête mais ça marche bien. Donc le recueil du consentement, ça veut dire que pour certains formulaires pour lequel il n'y a pas et le recrutement, typiquement, vous n'avez pas de contrat, il n'y a pas de demande légale. C'est un cas typique où vous devez mettre en place des formulaires de consentement. Bien sûr, de manière plus large, dès que vous faites du B2C avec des portails, de la vente, il est impératif de le faire. Le droit d'être informé, c'est aussi savoir quelles sont les données personnelles que nous gérons, et y compris les données donc de fait SIRH. Donc, il va falloir recenser dans vos SIRH et l'action de base quelles sont les données dites personnelles que vous avez dans vos systèmes SIRH. Attention, l'approche, même si vous devez la faire système par système, ce que veut la loi, c'est savoir pourquoi vous les traitez. Donc, je collecte des données pour faire un traitement de paye, je collecte les données pour faire un traitement de gestion de virement, je collecte les données pour faire un traitement d'embauche. Après que ça soit dans 1, 2 ou 10 systèmes, finalement, du point de vue de la loi, c'est pas très important. D'un point de vue SIRH, bien entendu, parce qu'à un moment donné, le droit d'être informé, c'est dire quelles sont les données que vous gérez et montrez-les-moi. Et donc, à partir de mi-mai, un employé pourra vous demander, donnez-moi toutes les données personnelles que vous avez sur moi. Et il faut être capable de les sortir. Donc, il y a un impact évident sur les SIRH. Quelles sont les données personnelles, le nom, les prénoms, le matricule, l'adresse que vous avez dans vos systèmes, et pour faire un rapport, parce que si jamais quelqu'un vous demande, vous devez lui fournir ces données personnelles dans un format lisible. Le troisième, le droit d'être informé, c'est d'être informé en cas de problème, en cas de violation sur la sécurité des données personnelles. Donc la loi dit que vous devez avertir la CNIL. Alors c'est marqué dans la loi dans un délai raisonnable et si possible sous 72 heures. C'est pas marqué texto de noir sur blanc 72 heures, c'est marqué dans un délai raisonnable et si possible dans 72 heures auprès de la CNIL et auprès des employés. Vous devez les informer là aussi juste dans un délai raisonnable, il n'y a pas de délai. Mais uniquement si, effectivement, comme ils disent, c'est possible d'informer les gens, ou sinon, parce que vous avez perdu comme Yahoo 400 millions de comptes mail, ils disent faut faire de la publicité pour informer les gens qui savent que tous leurs comptes mail potentiellement sont à risque parce que leurs comptes mail et leurs mots de passe se trouvent sur Internet. Voilà. Donc la capacité d'identifier les violations, là aussi il y a un impact fort SIRH et je dirais technique pour savoir comment identifier justement qui se connecte alors qu'il ne devrait pas, qui modifie alors qu'il ne devrait pas, qui exporte alors qu'il ne devrait pas les donner, alors qu'il n'aurait pas le droit de le faire. Donc la capacité d'identifier les violations de données, c'est un vrai sujet et qui est probablement de mon œil expert SIRH, l'un des plus compliqués à mettre en œuvre. Voilà. Si je vous demande au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de savoir qui a lu
je dis pas modifié, qui a lu une donnée personnelle alors qu'il n'est pas censé la lire, c'est une réponse très compliquée à faire sur le SIRH. D'accord? Donc le droit d'informer, mettez en place les consentements, faites le recensement de différentes données personnelles dans vos SIRH et contactez votre IT pour savoir, tiens, comment on fait pour savoir est-ce qu'il y a un moyen d'identifier, c'est ce qu'on appelle des fois, vous savez, de la surveillance douce, des événements faibles, que quelqu'un s'est connecté à une heure où il ne devrait pas, que quelqu'un a tenté de se loguer 5 fois de suite, voilà, c'est les signaux faibles qui pourraient tendre à penser que quelqu'un tente d'extraire ou de modifier les données alors qu'il n'en a pas le droit. Le deuxième droit, pardon, c'est le droit d'accès. Donc effectivement, c'est la même chose. D'ailleurs, pardon, j'étais un peu trop vite. Le droit d'accès, c'est ça. J'ai le droit de pouvoir savoir quelles sont les données que vous avez chez moi. Donc j'en ai déjà parlé au cas précédent. Vous allez faire l'identification et le reporting sur toutes les données. Pour la petite histoire, vous avez tous entendu parler de cette nouvelle de quelqu'un qui a demandé à un site un peu olé olé. Tiens, je veux savoir toutes les données qu'elle a sur moi et qui a reçu 800 pages. Donc ça peut être compliqué. Et le but, c'est que ça soit pas 800 pages, c'est que ce soit des données simples et compréhensibles. Voilà. Le droit d'accès, ça veut dire que par vos systèmes SIRH, si vous avez certainement des données personnelles dans plusieurs de vos SIRH, quand la question va venir, et la question va venir normalement via votre responsable de données personnelles qui a reçu la demande d'un employé, là je parle que des domaines du SIRH, bien entendu un client, un sous-traitant peut aussi vous demander la même chose si vous avez des données personnelles, il va bien falloir identifier quelles sont les personnes qui vont exécuter cette requête, ce nouveau droit, à savoir, oui tiens, il faut que j'extrais des données personnelles et que je le renvoie à mon délégué à la protection des données qui lui le transmettra au demandeur. Le troisième point, donc justement le droit d'accès pour sécuriser les choses. Vous entendrez beaucoup parler évidemment des autorisations et avoir une documentation claire sur les autorisations, sur quand vous donnez des droits, à qui vous les donnez. Est-ce que systématiquement vous, qui a validé en tant que client les droits qui sont donnés aux personnes, est-ce qu'il y a bien un processus d'approbation ou est-ce qu'il y a des gens de l'IT qui ont des droits sur toutes les bases de données? Voilà, ce genre de choses, il faut bien vérifier et avoir documenté proprement, ce sera une forte attente de la CNIL, sur la gestion des autorisations d'accès aux données personnelles. Le deuxième, on entend parler beaucoup de cryptage et d'anonymisation, et je pense que vous en entendrez parler avec NextPrivacy après. C'est une réponse qui est très compliquée à mettre en place quand on pense solution par solution, parce que les solutions sont toutes différentes les unes des autres, sont jamais complètes. Et c'est d'ailleurs, c'était un des points d'entrée qui nous a fait dire que avoir des solutions de compliance génériques, ça faisait vraiment du sens. Voilà. Je laisserai Nicolas revenir dessus par la suite. Le troisième, c'est le droit de rectification. Bon, là, je dirais qu'on est dans le standard sur les SIRH. On a tous normalement dans nos États, sauf les vieux systèmes d'information, la capacité de savoir qui a modifié quelles données à quel moment. Donc, la capacité de pouvoir rectifier les données, c'est pas trop un gros impact SIRH, c'est assez naturel. Le seul point sur lequel il faut se préoccuper, c'est quand même comment se passent les réplications des traitements. Parce que des fois, je modifie les données dans un système SIRH A, je vais le modifier dans un système SIRH B, sauf que la manière de modifier le SIRH, il n'y a pas une interface, c'est un email et j'envoie ça en clair et hop, l'autre système est mis à jour. Donc, pensez quand même que quand on demande des rectifications de données, il faut garantir la sécurité sur toute la chaîne de traitement et on a plusieurs SIRH. Donc, je parle par exemple du décisionnel. On peut parler des portails où on a tendance à pousser de plus en plus d'informations vers les portails. Il faut que ça s'exécute de manière sécurisée. Et à l'inverse, on voit que ça tend à pousser vers une mise à jour le plus en autonomie des employés pour qu'ils puissent eux-mêmes modifier leurs données si possible. Donc, même si c'est pas une requête tout à fait formalisée, enfin, c'est un souhait, une direction en disant il faut aider autant que faire se peut les utilisateurs à faire les modifications des données personnelles. Sous-entendu, s'il doit la modifier, il ne faut pas qu'il soit freiné par quoi que ce soit dans cette modification. Petit rappel avec par exemple le droit à l'oubli, où on n'arrivait pas à faire oublier dans Google des informations personnelles comme un nom, un email ou un avis personnel. Et ça avait donné ce fameux jurisprudence du droit à l'oubli de Google. C'est un peu ça. D'accord? Donc, troisième droit, la rectification. Le droit à l'effacement, c'est le deuxième sujet important de mon expertise SIRH. Effectivement, l'archivage des données et le droit à l'effacement. Je fais le lien avec ce qu'on s'est dit précédemment. Vous avez entendu que effectivement, il fallait tenir un registre des différents traitements. Je collecte telle donnée pour la paye, je collecte telle donnée pour la gestion des temps, je collecte telle donnée pour les badges, je collecte telle donnée pour le recrutement. Vous devez dire combien de temps vous les conservez. Et quand ce temps est échu,
vous devez les supprimer. C'est pas à l'employé de demander la suppression. Donc là, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire pour savoir, avons-nous déjà, avez-vous sur vos SIRH la capacité de faire de l'archivage et potentiellement de l'archivage différentiel? Parce que le souci, c'est que peut-être vous souhaitez conserver les données que pendant 5 ans pour les données de paye, que pendant 1 an pour les données de GTA. Ça, je vous parle des minimums demandés par l'État, par exemple. Et mettre en place de l'archivage différentiel, ça peut se retrouver très compliqué. Donc effectivement, ce droit à l'effacement, je vous invite très très vite à vous rapprocher, si vous n'avez pas encore lancé cette démarche, de vous poser la question combien de temps je souhaite conserver ces données. Il est très clair qu'il n'y a aucune raison de conserver les données ad vitam aeternam. La loi dit il n'y a aucune raison de le faire. Et même en mettant du cryptage et de l'anonymisation, c'est vraiment pas la bonne approche. Vous n'avez plus besoin de la donnée, vous devez la supprimer. Voilà. Et sauf erreur, il n'y a aucune donnée dont on a besoin jusqu'à la fin des temps. Voilà. On va parler peut-être des bulletins de paie jusqu'à la fin de la carrière, on va parler des choses comme ça, mais vu de haut, il n'y a aucun donné, enfin voilà, il faut, pour pouvoir conserver les données ad vitam aeternam, il faudrait prouver à la CNIL que vous avez une raison légale, contractuelle, de conserver la donnée au-delà de la finalité pour laquelle vous avez collecté ces données. Hein. Vous recrutez quelqu'un, une fois qu'il est recruté, vous n'êtes pas censé conserver la donnée. Vous voyez, la finalité est terminée, vous l'avez recruté. Voilà. Alors, excuse-moi de t'interrompre, Guillaume. Alors, première chose, je fais un petit point timing, hein, il est 23. Oui. Et deuxièmement, j'ai une question. Alors, c'est peut-être arrivé un petit peu en retard, mais quelqu'un qui demande qu'en est-il des fichiers Excel contenant les données personnelles? C'est pareil. Il faut. Alors ça, c'est très peu crypté, donc il va falloir mettre en place. Dans les échanges de fichiers Excel, il faut vraiment commencer à mettre en place de la sécurisation, du cryptage, pour au moins éviter que la donnée puisse fuiter, quoi, hein. Donc les fichiers Excel, ça continuera d'exister de toute éternité, donc il n'y a pas d'interdiction de continuer d'utiliser du fichier Excel, mais dans ce processus, vous devez évaluer, tiens, quel est le risque que j'ai que ces données soient perdues. Donc si j'envoie le fichier en clair et que je me trompe de destinataire email, tiens, je l'envoie au patron, je me suis trompé, je l'ai envoyé à un externe, pouf, la donnée est fuite. Je vous cacherai pas, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà reçu un fichier Excel dans mon entreprise que j'étais pas censé recevoir. Si vous dites c'est possible, il faut mettre en place une action. L'action peut être, et c'est ce qu'on voit assez souvent, un cryptage obligatoire de toutes ces données-là, une gestion de mot de passe différenciée qui n'est jamais envoyée en même temps que le fichier. Au moins montrer que vous avez réfléchi au sujet et que vous avez mis en place des actions pour protéger les données qui sont contenues dans ces fichiers Excel. Parfait, merci beaucoup. Voilà, je terminerai sur le fait de dire, des fois, en particulier dans l'IT, on a tendance à garder des vieilles sauvegardes, hein, on ne sait jamais. Il va falloir aussi recenser d'un point de vue SIRH les vieilles archives et les vieux backups. Il va falloir commencer à les supprimer en évaluant le risque que ces archives puissent être dérobées voilà. Et les trois autres vont un peu ensemble et ce sont des droits un peu nouveaux. C'est des droits qui impactent moins les SIRH. Le droit d'opposition, c'est le droit de dire je ne veux pas que vous utilisiez mes données pour faire des décisions automatiques. Dans le monde des SIRH, j'avais l'occasion de l'évoquer, ça peut être par exemple si vous faites une proposition d'augmentation par défaut en fonction du salaire moyen de l'équipe, ça pourrait être un cas où s'il est appris, il serait pas conforme vis-à-vis de la RGPD. La RGPD dit en fait, et c'est le droit en violet là, j'ai le droit de ne pas être soumis à une décision automatisée. Je veux qu'il y ait de l'humain dans la prise de décision parce que sinon ça m'impacte. Si c'est un robot qui détermine que j'ai plus droit à un contrat d'assurance en fonction de mon groupe sanguin et de ma couleur des cheveux et que personne n'a pris en compte mes spécificités, c'est pas normal. Donc voilà, je pense que ça impacte peu le domaine des SIRH, mais voilà, c'est le but. Tout ça tourne autour de ça. Donc s'opposer au traitement de données. Quand les données on s'y oppose, on n'a plus le droit d'y toucher. Donc c'est le droit de restreindre le traitement. Ça veut dire si quelqu'un veut plus, si tant soit peu vous commencez à réfléchir à des mises en place automatisées, il peut y en avoir dans l'intelligence artificielle, dans le monde du recrutement, et voir s'il descend dans le monde de la gestion de la rémunération, on va commencer à se poser la question s'il n'y a pas des traitements automatisés dans le monde des SIRH. Donc dans ce cas-là, il peut avoir le droit de restreindre le traitement et de refuser à ce que le traitement qu'il y ait un traitement automatisé qui s'exécute chez lui. Voilà. Alors, et normalement je terminerai là-dessus.
Vous avez vu, donc il y a différentes choses, que ce soit l'archivage, que ce soit les contrôles d'accès, que ce soit la capacité d'identifier les données personnelles, que ce soit la capacité de pouvoir bloquer les traitements sur ces données personnelles. J'ai essayé de recenser, et c'est une vaste tâche, les différents états de l'art de ce que proposent les différents éditeurs. Et je sais qu'autour du téléphone, vous avez tous des cas différents. Vous avez peut-être des tout petits sites où vous avez juste Sage pour gérer 20 personnes. Et il y a peut-être des clients qui ont du Oracle ou du SAP pour gérer 50 000 payes. Donc, c'est vrai que la géographie est très large. Vous avez bien entendu tous les SaaS. Vous avez tous les outils de gestion de talent comme, par exemple, Talentsoft. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que notre perception actuelle, on demande systématiquement à tous les éditeurs, et c'est l'avantage d'HRPass, on a des partenaires avec tous les grands éditeurs du marché, voire on fait de la BPO là-dessus. Donc, on les suit de près. Pour l'instant, vu de haut. SAP, effectivement, commence à bouger, en particulier parce qu'ils mettent en place et donnent gratuitement maintenant l'aspect archivage et gestion des archives avec SAP ILM. SuccessFactors aussi commence à bouger. Ils vont livrer ce trimestre des nouveaux ajouts permettront en particulier d'identifier les modifications, les accès, de bloquer les datas et de mettre en place du consentement sur le recrutement. Workday, de leur côté, ils disent nous, on est compliant sur tout dès le départ. Donc, une démarche peut-être un peu américaine, un peu inquiète de ce que veut dire vraiment le texte de loi. Mais la réponse officielle de Workday, c'est on est déjà compliant sur tout. On a des gens comme Sage qui, eux, ont un portfolio d'applications extrêmement vaste, donc des très vieilles applications, et qui ont déjà répondu que eux, ils accompagnent les clients sur la RGPD, mais ils vont pas vraiment faire des solutions qui permettront de faire tous les droits de la RGPD, comme la mise en place de l'archivage, comme ne serait-ce que l'identification des données personnelles. Donc, il faudra un petit peu faire avec contre fortune bon cœur. Sur Oracle, alors malheureusement, je n'ai pas de réponse côté PeopleSoft. On a une réponse générique d'Oracle qui adresse beaucoup les choses sur les bases de données, donc qui te donne un inventaire à la Prévert de toutes les applications permettant effectivement de faire du login, de la gestion de processus, de l'audit de ce qui se passe sur les bases de données, mais c'est pas vraiment sur un côté applicatif PeopleSoft, donc on est toujours en train de les houspiller pour avoir du détail. HR Access, même chose. On n'a pas encore eu à date d'informations sur ce qui se passe. J'espère avoir plus d'informations. On n'hésitera pas à en faire part dès qu'on l'aura. Côté les catalogues Cegid, c'est bien un sujet en cours, mais on n'a pas de roadmap confirmé à date sur ce qui sera prêt, ce qui sera pas prêt pour mai en termes, encore une fois, d'archivage, d'accès, de suivi des consultations. Il faut reconnaître, et puis Talentsoft, eux, vont effectivement aussi, un peu comme SuccessFactors, livrer des outils de consentement avec enablant le consentement. Assez surprenant, c'est les seuls que j'ai vus qui parlent de la portabilité des données, qui dans le monde du SIRH, et oui, j'en ai pas parlé, le droit à la portabilité, il me semblait tellement bête, mais le droit à la portabilité, c'est vous pouvez le droit d'exporter vos données et de les renvoyer vers un autre prestataire qui gère les données pour vous. Dans le monde des SIRH, c'est rarement notre employé qui demande à utiliser un autre système de paye. Donc la portabilité, je dirais qu'elle est naturelle à nos systèmes, mais elle dépend pas vraiment de l'employé. Mais néanmoins, eux vont mettre en place cette portabilité et le droit aussi à l'effacement, donc à l'archivage. Voilà. Je sais que c'est très compliqué de donner une overview rapide, vue de très haut. Aucun éditeur ne peut se dire. Pardon. Vas-y. Excuse-moi Guillaume, oui, j'ai une question sur Cornerstone. Bon, même si c'est pas un éditeur sur lequel on est vraiment partenaire, au sens vendeur de solutions, mais on n'a pas forcément d'informations. Hélas, je vais m'en occuper. Je vais regarder ça. Effectivement, je vais le rajouter dans mon screening, mais j'ai pas d'informations à date sur Cornerstone. D'accord, merci. Voilà. Mais vous le voyez bien, il n'y a pas d'éditeur et pas un seul éditeur se dit moi je suis le fameux 100% RGPD compliant parce que soit ce sont jamais des outils qui sont systématiquement totalement présents à la fois que ce soit l'archivage, les accès, les droits, les audits, etc. Il y a rarement tout directement sur l'ERP. C'est un catalogue de solutions différentielles et distinctes et à ce titre, je le prends comme une bonne nouvelle de dire, nous, clients SIR, qui gérons les données des SIRH, on met en place des process, on met en place de la documentation, on commence à mettre en place des outils de reporting et d'accès dans les outils, avec la limite des capacités que les éditeurs peuvent faire. Mais le but de la loi, c'est de nous responsabiliser et qu'on mette en place les actions. Je ne pense pas qu'il y ait un risque majeur si on n'a pas mis en place l'archivage d'une petite base de données avec 20 personnes dans un site parce qu'on a oublié qu'il y avait un petit système de paie sur lequel on a des archives. Voilà, l'important c'est de l'avoir identifié. Si toutes les actions ne sont pas faites, il n'y a pas mort d'homme. Je terminerai pour dire que donc, comme il n'y a pas de solution unique, il y a un vrai intérêt à évaluer aussi des solutions plus génériques qui permettent d'adresser certains sujets clés
tels que le cryptage, l'anonymisation, les contrôles d'accès et quels que soient les différents systèmes qu'on a en face. Et c'est à ce titre qu'on a eu l'occasion de rencontrer Next Privacy qui nous a bluffé avec une offre qui nous semble extrêmement pertinente. Je vais donc laisser Nicolas et Gilles prendre la main à partir de là. Je vous remercie, bien entendu, sur les questions que vous pourrez nous poser. J'y répondrai aussi post à ce webinaire via un retour sur les questions qui me sont transmises à la fin du webinaire. Merci à tous et peut-être un dernier au revoir à la fin de l'heure. Merci Guillaume. Donc Nicolas, si tu veux prendre la main. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, Guillaume continuera à passer les faits. Je suis le CEO de Next Privacy. Je vais vous présenter Next Privacy de façon générique. Et après, Gilles Ducret, qui est le CTO, vous présentera en live notre capacité dynamique de protection. Donc, Next Privacy est une plateforme software. On est une société suisse et européenne. C'est qu'on a à la fois des clients en Suisse et à la fois des clients au niveau européen, que ce soit en France, en Italie, au Luxembourg et également dans d'autres pays. Je crois que tu peux avancer, Fabienne, sur le prochain slide. Donc, sur la partie du programme GDPR, on n'est pas actif sur les premières phases qui sont faites soit par des clients eux-mêmes ou alors par l'aide de sociétés de consulting sur tout ce qui est Readiness Assessment, qui est la première phase. La deuxième phase étant la partie inventaire des données personnelles ou des données sensibles personnelles, qu'ils soient des données structurées dans des applications ou dans des données non structurées comme des fichiers. En revanche, dès qu'on arrive sur une identification de gestion d'écart, c'est là où arrive Next Privacy. Vous avez des mesures organisationnelles que vous allez mettre en place, vous avez tout un programme que vous allez mettre en place. Le but, c'est d'avoir une plateforme de type Next Privacy, qui est une plateforme technologique qui va pouvoir vous permettre de manière automatique de donner des évidences de conformité et de sécurité aux régulateurs européens. La solution Next Privacy, je pense qu'elle a bien été, mise en valeur par Guillaume, dans le sens où on va pouvoir s'attacher à une première application, un premier business process à protéger. Donc là, en l'espèce, ça va pouvoir être une application HR qui est soit à l'intérieur de votre système d'information ou soit consommée de manière cloud à travers une application SaaS, et HRPath à différentes applications qui sont consommées dans le cloud, ou soit dans une notion d'hybrid cloud où certains flux de données partent de votre système d'information et sont exposés dans l'application cloud. Une fois qu'on a fait ce premier test avec Next Privacy, les clients regardent quoi? Est-ce que la sécurité est atteinte de bout en bout, et pas seulement par rapport au marketing qui est fait du SaaS provider, qui est souvent un éditeur américain, même si j'ai vu Cegid et d'autres acteurs européens. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir une compliance de bout en bout, grâce à ce côté hybride qu'on arrive à couvrir. Donc, les trois facteurs qu'on va regarder, c'est est-ce que la sécurité est atteinte, est-ce que l'utilisateur peut continuer à travailler, c'est-à-dire faire du sort, faire du reports, faire du search d'informations, et est-ce que la performance est dégradée, oui ou non. Une fois qu'on a fait ça, nos clients qui testent Next Privacy sur ce premier use case veulent plus et veulent une solution holistique, une solution globale, où on va pouvoir commencer sur de la donnée personnelle sensible qui est exposée dans le cloud, mais qui peut être exposée également dans on l'a très bien dit, dans des Excel en interne de l'entreprise, dans d'autres systèmes RH de type ERP. Et là, on va pouvoir dériver sur également de la donnée confidentielle, de la donnée structurée ou non structurée. Donc, on ne s'arrête absolument pas à la donnée personnelle sensible, que ce soit dans votre système d'information ou dans le cloud. Après, on va pouvoir adresser différents use case business, de big data, de cloud, d'outsourcing. Et puis, on va pouvoir prendre en compte tous vos contextes, c'est-à-dire que l'application, si elle est mobile, on va aussi protéger tous les flux mobiles. Donc, on arrive sur une solution globale qui évite d'avoir une solution silo par application qui est protégée, et vous évitez dans 2 ou 3 ans d'avoir 5 solutions de protection et de compliance, et sur lesquelles vous allez avoir énormément de mal
à gérer la partie d'un point de vue opérationnel. Les deux techniques qu'on utilise par la GDPR, c'est l'anonymisation qui est irréversible, où là vous êtes en dehors du scope de la GDPR, ou alors la pseudonymisation, puisque le régulateur a bien compris qu'on ne pouvait pas qu'avoir de l'anonymisation irréversible. Dans certains cas, il était intéressant d'avoir de la pseudonymisation. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est absolument avoir les clés qui soient dans un endroit séparé et sécurisé. Donc, Next Privacy, si tu peux aller sur le prochain slide, Fabienne, on a intégré la plateforme avec des bases de données où il y a toute la partie des clés qui sont stockées soit dans une base de données sécurisée ou même mieux dans un HSM pour avoir vraiment des clés qui soient gérées de manière complètement sécurisée. On a travaillé, on est partenaire avec Price d'un point de vue consulting sur toute la partie Readiness Assessment, mais également avec HRPass sur l'accompagnement que peut faire HRPass sur la partie HR. Et de ce point de vue-là, nous avons des compliance reports qui sont déjà prêts depuis février 2016. Donc, vous voyez, ça fait plus d'une année qu'on travaille sur ces rapports de compliance et de sécurité, qui fait partie de notre data model. Et donc là, on a 4 types de rapports qui sont le Data Privacy Impact Assessment Audit, le Sensitive Data Asset Directory pour le DPO, la Data Minimization, où on arrive à visualiser tous les champs qui sont accédés de manière protégée ou pas. Et donc, on peut faire de la minimisation sur des champs qui ne sont pas accédés. Et donc, on n'a pas à prendre une responsabilité sur des champs qui sont pas accédés et qui ne sont pas sensibles. Donc, c'est là où on fait de la data minimisation. Et bien entendu, tout ce qui est analyse du flow de l'utilisation de la donnée sensible, et ça, dans le cadre d'une violation de la donnée sensible ou de fuite de données sensibles, vis-à-vis du régulateur, vous allez pouvoir avoir des rapports qui vont pouvoir infirmer ou confirmer le doute que vous avez sur une personne qui a pu sortir de l'information sensible personnelle. Donc là, c'est tous les rapports, mais on pourra dans une autre séance et dans un autre webinaire vous montrer ces rapports standards de Next Privacy au niveau de GDPR. Donc tu peux avancer, Fabienne, c'est les différents rapports. Et je pense qu'il serait bien, peut-être d'ici un mois ou deux, de vous présenter les rapports dynamiques au niveau de la GDPR. C'est pas le sujet là, mais ça vous donne déjà une première idée du type de rapport qu'on peut fournir au sein de Next Privacy. Voilà, on est vraiment une plateforme de régulation. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont leur headquarter à Paris, donc qui doivent être en conformité avec la GDPR, mais par contre, ces clients-là peuvent faire des exports d'une base HR également aux États-Unis. Il y a tout ce qui est Binding Corporate Rules, il y a tous les échanges avec des sociétés internationales qui ne doivent pas être compliant exclusivement avec la GDPR, mais également avec d'autres régulations. La plateforme permet, par ses capacités, à intégrer différentes régulations si vous êtes une société internationale. Et donc là, j'en finirai là-dessus. On a un monitoring très puissant à travers notre data model sur Next Privacy. On va vous fournir des évidences de compliance, des évidences de sécurité. Et la plateforme va être consommée à la fois par le DPO, à la fois par le Security Officer, à la fois par les Data Owners HR, par exemple, qui vont pouvoir regarder comment est protégées les données sensibles sur leur application sur lequel ils ont la main dans l'entreprise. Et donc, tout le but de Next Privacy, c'est de vous simplifier la vie avec ces rapports de compliance et de sécurité. Super. Merci beaucoup. Je pense que tu as fini, Nicolas, non? Oui, j'ai fini. Alors, je vais donner la main donc à Gilles. Voilà. On voit bien bonjour. Très bien. Donc, bonjour. Donc, moi, je suis Gilles Dicrel, directeur technique de Next Privacy, et je vais vous donner
quelques exemples de protection de données sensibles dans le cadre de la GDPR, dans des contextes d'utilisation relativement différents. Le premier exemple que vous avez à l'écran, il correspond à l'application SuccessFactors, donc une application de gestion des ressources humaines dans le cloud offerte par SAP et pour laquelle on fournit une solution de protection des données conforme à la GDPR. Donc avec HRPAF, on a monté un environnement de démo SuccessFactors que vous avez actuellement à l'écran et pour lequel on a anonymisé un certain nombre d'employés de manière à ce que quand bien même ces employés sont stockés dans le cloud, les informations de ces employés qui y sont stockés le sont stockées de manière complètement anonymisée. Ce qui fait qu'une personne qui soit administre le cloud ou accéderait directement à la solution cloud via Internet ne pourrait pas voir les données de vos employés en clair. Typiquement, dans l'exemple, on a deux employés, Xavier Remacle et Frédéric Lamoureux, qui sont stockés dans SuccessFactors. Si avec SuccessFactors, maintenant, je fais une recherche sur Rema ou Remacle, vous voyez à l'écran que SuccessFactors vous répond « il n'y a pas de résultat », c'est-à-dire il ne trouve pas l'employé. De même, si je cherche Lamou pour Frédéric Lamoureux, la réponse de SuccessFactors est la même, il n'y a pas de résultat. La raison pour laquelle il n'y a pas de résultat, ce n'est pas que les données ne sont pas stockées dans le cloud, c'est que les données étaient stockées anonymisées et en soi ne peuvent pas être cherchées directement en clair. Pour vous montrer comment elles sont stockées, nous, on utilise un certain nombre de techniques, dont notamment un peu du tagging d'informations. Et voici comment, à l'écran, les données sont réellement stockées dans le cloud, c'est-à-dire elles sont, vous voyez, sur une forme qui est relativement inutilisable. Si je clique sur l'utilisateur maintenant, alors le système, qui est un système de démo est assez lent, si je clique sur l'utilisateur, il va s'afficher très lentement, mais vous allez voir que tout ce qui est affiché de manière complètement anonymisée. Donc, vous voyez ici, c'est son nom, c'est son prénom. Pour la démo, on a laissé son numéro de téléphone, mais on pourrait très bien le protéger exactement de la même manière. Vous avez ici, je vous mets en évidence l'email de la personne. Vous voyez que cet email de la personne est un email qui lui-même est anonymisé, il ne correspond à personne. Il s'appelle anonymisation.numéro@test.com. Ce qui veut dire que quand bien même SuccessFactors vont envoyer des emails, ils vont envoyer des emails anonymisés. Le dernier élément qu'on a protégé dans cette démo, c'est le titre de l'employé et lui-même est anonymisé. L'intérêt, c'est que le seul moyen d'utiliser l'application en clair, c'est de passer par notre solution de protection. Et c'est ce que je vais maintenant vous présenter sur un deuxième écran où là, j'accède le cloud, SuccessFactors dans le cloud via nos proxys de protection. Donc Fabienne, est-ce que tu peux me basculer sur mon deuxième écran, s'il te plaît? Voilà. C'est bon, je viens de le faire. Voilà. Et vous, tu me dis quand vous avez l'information. Voilà, ça a l'air bon. Donc ici, vous avez ce même application SuccessFactors, cette fois accédée depuis une autre machine qui, elle, est protégée par nos systèmes. Pour l'instant, on ne voit pas encore ton cette écran. Machine. Alors, vous ne voyez pas encore mon écran, parce que moi, je le vois sur mon écran. D'accord. Enfin, moi, en tout cas, ma connexion à moi, je ne vois pas encore ton écran. Ça a l'air bon, Fabienne. D'accord. C'est bon? Ok, écoute-moi, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, donc, je vous ai parlé de deux utilisateurs tout à l'heure, qui étaient Xavier Remacle et Frédéric Lamoureux. Donc, vous voyez maintenant, je suis à nouveau dans l'application. Je tape Lamou. Vous voyez que SuccessFactors me trouve une information qui maintenant est automatiquement décryptée à l'écran, puisque vous pouvez lire Frédéric Lamoureux. Vous avez cette fois son vrai adresse email, qui est frédériclamoureux@bestrun.com, et son titre, Senior Engineer. De même, lorsque je tape Xavier Remacle, il me trouve Xavier Remacle, qui est Project Manager, et j'ai accès à l'information. Si je clique, je peux descendre. Et on vous garantit l'utilisation de SuccessFactors de manière complètement anonymisée. On a aussi des modules comme Learning Management System dans lequel on anonymise et les employés et les personnes extérieures qui viennent se connecter au système pour suivre des formations.
ce que je vous montre à l'écran, c'est une protection de vos systèmes dans le cloud, qui est donc un ensemble de solutions qui sont dédiées autour de notre plateforme pour le cloud, mais notre moteur de protection des données, il reste valable pour tout type d'utilisation au sein de votre système d'information et pas uniquement des applications cloud. On peut protéger vos applications internes, vos documents, vos emails, vos file systems. On a une solution qui est relativement générique et qui le fait dans le cadre légal d'AGDPR en vous fournissant les rapports d'utilisation et de comment on a protégé ces informations. Tout à l'heure, Guillaume a mentionné les fichiers Excel qui peuvent être difficiles à gérer. Donc là, je vais vous montrer actuellement un exemple de fichier Excel qui est à protéger. Donc ici, ce sont des données de test, de données qu'on protège actuellement, qui sont des échanges de données de machines entre sociétés et puis prestataires. Et donc, vous avez ici à l'écran la version claire telle qu'elle est manipulée au sein de la compagnie. Et puis maintenant, vous avez ici la vision telle qu'elle est échangée entre partenaires et telle qu'elle est utilisée par notre outil. Alors, dites-moi quand vous la voyez. Parce que l'écran n'est pas... C'est bon, Gilles. Voilà, voilà, c'est bon. Donc, vous avez maintenant cette vision protégée qui est ce que voit la personne avec qui vous échangez la donnée, ou en tout cas les personnes qui n'ont pas le droit de la voir en clair, où vous voyez que les données sont chiffrées. Et à travers nos systèmes, là, l'entreprise, lorsqu'elle échange les données, ça, ce que vous avez à l'écran, c'est la manière dont la donnée sort, mais quand elle est utilisée par des personnes qui ont le droit, ou lorsqu'ils utilisent nos plugins pour décrypter l'information, ou notre proxy cloud pour récupérer, ils voient la version en clair. Donc voilà, donc une bonne manière de protéger vos fichiers Excel, c'est d'avoir un contenu complètement protégé, en tout cas les cellules sensibles protégées, qui fait que si vous l'envoyez à personne qui n'est pas le destinataire réel, vous ne prenez aucun risque avec cette donnée, puisque en l'occurrence ici, on fait de l'encryption pour ce cas particulier, donc il faut absolument avoir la clé pour le décrypter, et les seules personnes qui sont en mesure de décrypter, ce sont les membres de la société. On est relativement générique dans le sens où on traite aussi tout type de flux, donc on voulait aussi voir un peu d'autres données plus ou moins structurées. Je vous donne un exemple, Guillaume a mentionné le big data, le cloud. Ici, je vous donne à nouveau des données de test qu'on utilise, de données qui sont envoyées dans Hadoop et Teradata dans le cloud. Ces données, on génère des millions de lignes par jour. Vous avez ici des noms comme par exemple Dominique qui correspondent à un nom d'un employé qui est en train de qui est décrit dans le data lake du big data. Ça, c'est les données que l'entreprise veut stocker dans le lake. Par contre, grâce à nos systèmes, ces données sont protégées. Et par exemple, la donnée qui était dominée tout à l'heure, ici, on leur a fourni une forme de format preserving encryption de cette donnée qui est une valeur encryptée que seuls les utilisateurs autorisés auront le droit de voir en clair lorsqu'ils accèdent les données dans le lac. Et ça, on sait le faire aussi bien sur des numéros, sur des chiffres, que sur des chiffres. Comme vous voyez ici à l'écran, ce numéro 13113 qui est la vraie valeur d'un numéro de client. En l'occurrence, voici comment elle est stockée dans le data lake. Elle est stockée dans le data lake de manière complètement anonymisée avec un numéro qui n'a de sens que dans ce data lake. Donc, on est capable de faire ça sur des fichiers Excel, sur des fichiers CSV, sur tout type de documents, y compris, par exemple, du PDF. Donc, je vous montre à l'écran une petite application, une application de démo qu'on a au sein de Next Privacy, et je vais accéder à un système des PDF qui sont stockés sur mon disque. Donc voilà l'endroit où se trouve le PDF. Ici, je suis connecté en tant qu'un utilisateur qui serait quelqu'un du marketing ou un gérant qui a le droit de voir les données. Lorsqu'il charge le PDF, il obtient à l'écran ce que vous avez ici et vous voyez à l'écran que le PDF est rempli avec les données sur la personne, sur le client, des données qui sont relativement sensibles puisqu'on a son nom, son prénom, son adresse email, tout ce genre de choses. Si par contre je veux accéder à ce même fichier en étant un autre utilisateur qui lui est un utilisateur
qui a des droits restreints et qui, en théorie, n'a pas le droit de voir l'information. Lorsque je charge ce document PDF pour ce même utilisateur, vous verrez que j'ai une vision très restreinte de l'information, puisqu'en l'occurrence, la plupart des champs ont été vidés. La seule information qu'on a laissée dans ce document, c'est la nationalité du client. Et puis sa signature, parce que potentiellement une signature, ça peut être nécessaire dans certains cas pour valider une signature. Donc voilà ce type d'information. Ce qu'on a stocké, protégé, encrypté dans le cloud pour SuccessFactors ou pour d'autres solutions qu'on protège actuellement dans le cloud, on est aussi capable de le faire pour vos solutions d'entreprise. Donc, si par exemple, vous voulez protéger vos bases de données parce qu'elles sont actuellement maintenues par une solution externe et que vous avez peur de fuite des données réalisées par des gens qui font de la maintenance sur vos bases, on peut aussi protéger vos bases de données. Donc, je vous montre maintenant un exemple de base de données complètement encryptée. Donc ici, vous avez une table, vous voyez à l'écran, ça s'appelle Customer, donc c'est une table qui décrit un client, et on voit que les champs de cette base sont tous encryptés, son numéro de téléphone, sa nationalité, son numéro de mobile, comme maintenant, j'attends que l'écran se rafraîchisse, son email adresse et son nom et son prénom, vous les avez là actuellement. Donc ici, les données sont complètement chiffrées, mais grâce à nos solutions, vous allez quand même pouvoir utiliser vos applicatifs comme auparavant, et les utilisateurs qui, eux, ont les droits de voir la donnée en clair, verront la donnée en clair. Donc c'est quelque chose que je vais vous montrer ici rapidement. C'est-à-dire que je suis un utilisateur et je vais voir de l'information pour un client. Si je recharge cette information de la base, vous voyez maintenant qu'à l'écran, les données ont été complètement décryptées. Ce sont les données que moi, je vous avais montrées complètement encryptées dans cette base de données auparavant. Et je vais vous montrer un dernier exemple qui est, cette fois, je suis l'utilisateur qui avait des droits restreints et je veux accéder à ces données. D'abord, on va l'empêcher d'accéder directement à des données sensibles, c'est-à-dire que s'il veut rentrer le vrai numéro de compte, on va lui dire non, ce numéro de compte n'existe pas. En réalité, il existe, mais c'est qu'il n'a pas le droit de chercher ces informations en clair. Lui, la seule chose qu'il peut faire, c'est de travailler avec des alias ou des numéros anonymisés. Et lorsqu'il travaille avec des alias ou des numéros anonymisés, on est capable, tout à l'heure Nicolas parlait d'informations minimales, on est capable de minimaliser l'information en ne lui montrant en clair que ce qu'il a le droit de voir en clair et en lui restreignant tout accès aux autres informations. Donc typiquement ici, il voit un numéro de client, mais c'est un numéro anonymisé, il verra toujours ce numéro anonymisé, donc il a une vision consistante du système, mais anonymisé. Les seules informations qu'on lui laisse voir en clair, c'est sa nationalité et son country of birth, son pays de naissance, parce que c'est utile pour la personne du back-office dans le traitement qu'il veut faire actuellement. Mais toutes les informations autres qui sont inutiles, soit on ne les montre pas, vous voyez, il a des colonnes, il a des lignes vides, soit on lui retourne quelque chose qui n'a pas de sens. Voilà, et ça, on est capable de le faire pour tout type de composants, email, fichiers Excel, enfin l'essentiel des supports informatiques que vous utilisez dans vos systèmes d'information. Génial, je trouve qu'on a bien compris le principe. Merci beaucoup Gilles, merci beaucoup Nicolas. On va peut-être repasser sur la partie questions. Donc j'ai déjà des questions, donc Guillaume, je vais représenter ton écran, si ça t'embête pas. Et pendant ce temps-là, je vais faire les questions. Donc il y a quelques questions, c'est plutôt pour Guillaume. Donc en gros, on me demande de réexpliquer un petit peu globalement quelles sont les démarches à entreprendre. Donc une personne dit, si je comprends bien, nous devons dans un premier temps lister toutes les données sensibles et imaginer des plans d'action pour chacune dans des cas de modification, lecture, suppression, diffusion. Est-ce que c'est ça, Guillaume? Alors, c'est lister les données, il faut lister les traitements que vous faites sur ces données. Et après, effectivement, il faut évaluer le risque que vous avez sur ces traitements.
il y a deux choses à retenir. La première, c'est qu'à partir du moment où vous évaluez le risque et vous dites, non, il n'y a pas de risque parce que ces données, elles sont dans mon SIRA, j'ai une politique d'autorisation en place qui fait que les gens n'ont pas d'accès. C'est moi qui contrôle qui a accès ou pas à la donnée de manière applicative. Et puis d'un point de vue base de données, de toute façon, je suis avec un prestataire, il est certifié, il n'a pas le droit d'accéder, d'administrateur n'a pas le droit d'accéder. Je considère qu'il n'y a pas de risque. Et vous n'allez pas plus loin. Vous avez juste recensé que vous stockez toutes ces données-là pour gérer la paye et que c'est dans un système qui est suffisamment protégé. Et vous avez juste participé à cette démarche proactive de documentation de ce traitement autour de la paye. Par contre, il y a un cas. Donc, soit vous dites, il y a deux autres cas. Le premier cas, c'est non, c'est stocké, mais par contre, vraiment, c'est pas bon parce que c'est stocké en clair dans un fichier Excel ou j'envoie ça par en clair ou il y a un risque que je maîtrise pas qui accède aux données. Là, il y a un vrai risque et là, il va falloir définir un plan d'action sur ce traitement de je collecte les données pour faire la paye. Quel est le risque? Le risque, c'est que les données sont stockées dans un fichier Excel en clair. Vous devez définir, il y a un niveau de risque qui est fort d'être perdu ou que quelqu'un puisse accéder aux données sans que ça soit autorisé pour la bonne raison que le fichier est en clair. Vous devez mettre en place une action. Quelle action on met en place? À vous de définir ce qui vous fait du sens par rapport à vos moyens et à votre risque financier que vous avez par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est tout simplement mettre un cryptage? Est-ce que c'est mettre en place des solutions plus performantes avec plus génériques comme Next Privacy? Ça fait partie de ce plan d'action à déterminer là où un risque majeur est identifié sur chaque traitement. Le deuxième cas où vous devez obligatoirement faire une analyse de risque, c'est quand vous gérez des données dites sensibles. Les données dites sensibles, c'est les données d'appartenance religieuse, d'orientation sexuelle, d'appartenance syndicale, des données biologiques. Toutes ces données-là sont des données, je ne parle même pas des données pour des personnes de moins de 13 ans. Toutes ces données-là sont des données qu'on a par défaut pas le droit de stocker. Et si on les gère pour des raisons nécessaires, style je gère le groupe sanguin pour la raison d'hémophilie, et j'espère que vous êtes tous assis, le numéro d'identification sociale est considéré comme une donnée sensible. Donc, dès qu'on gère un numéro de sécurité sociale dans le système d'information, on est censé faire une analyse de risque détaillée pour dire est-ce que oui ou non, j'ai un risque que cette donnée soit accédée, perdue, supprimée ou modifiée sans mon accord. Est-ce qu'il y a un risque de violation de données sur ces données? Voilà. Donc, vous identifiez oui par rapport à des traitements, vous mettez en place des actions, oui, si et seulement si, soit il y a un risque fort, soit si vous gérez des données sensibles. Il y a une question que je vais poser, ce sera peut-être éventuellement la dernière. Donc, une personne, donc, par rapport aux éditeurs, il y a certains éditeurs la solution est complètement conforme à GDPR et qui s'imaginent qu'il n'y aura pas d'ajustement à faire, en l'occurrence par exemple Workday. Doit-on faire confiance aveuglément aux éditeurs ou doit-on mettre en place des outils complémentaires? Quels sont vos conseils? Alors, il n'y a pas de confiance aveugle, il y a un contrat. Donc, dans tous les cas, déjà, quelles sont les clauses contractuelles de couverture de la sécurité des données personnelles que vous avez dans le contrat? Ça, je vous invite dans tous les cas à les revoir et vérifier s'ils sont bien cohérents par rapport aux nouveaux enjeux d'expression des droits que les nouveaux citoyens ont et de sécurisation des données et de notification des violations de données. Tout ça sont des informations qui doivent être au moins à minima dans le contrat. Après, ça ne vous... c'est un sous-traitant. Et même s'il y a une notion de co-responsabilité entre le sous-traitant et vous, vous utilisez Workday pour votre gestion administrative, mais c'est vous, client, qui êtes le responsable du traitement au terme de la loi. Vous sous-traitez ces données-là à quelqu'un qui ne pourra pas se défausser. C'est-à-dire s'il y a une erreur et que c'est lui qui perd les données, effectivement, le sous-traitant ne pourra pas se défausser, mais vous non plus. Vous restez responsable si un sous-traitant fait une erreur sur les traitements des données. Donc, ces actions qui sont l'identification des données, l'analyse des risques et un plan d'action là où les risques identifiés sont élevés, vous devez le faire dans tous les cas. Vous devez avoir une base documentaire et des processus proactifs de gestion de la sécurité de vos données personnelles en tant que responsable de traitement qui collectait des données, que vous utilisez un sous-traitant ou pas. Parfait. J'espère que ça va aller mieux. Merci vraiment à tout le monde de votre participation et merci aussi aux intervenants, donc Guillaume, Nicolas et Gilles, qui ont été parfaits, qui ont parfaitement respecté le timing. Et de toute façon, vous avez vu, on a encore beaucoup d'autres webinaires
certains sur ce sujet GDPR, mais aussi sur des solutions éditeurs. On va avoir des webinaires sur Workday, des webinaires sur SuccessFactors. Et là, j'ai encore plein de questions qui arrivent, mais de toute façon, on vous répondra par écrit à vos questions, donc individuellement. Voilà. Merci à tous et très bonne journée.